Alors, mon nom est Didier Richet, je suis ancien directeur de l'aéroport de Biarritz, mais pas que ça, j'ai passé aussi 10 années comme directeur des services d'exploitation à Toulouse-Blagnac, et auparavant 15 années chez un constructeur qui s'appelait à l'époque Aérospatial, qui est devenu Airbus depuis. On sait dire si ma carrière est directement attachée, liée plutôt à tout ce qui touche à l'aérien. Alors, qu'est-ce qu'un directeur d'aéroport fait ici avec vous ce soir? Vous pouvez vous poser la question. Quelque part, ce que Anthony vient de me dire, il s'est passé à peu près la même chose chez moi. C'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité de rencontres, de lectures, voilà, de vidéos. Il y a deux éléments clés qui ont compté dans cet éclairage soudain. Ça a été dans les années 2005-2006, ça a été le film de Al Gore, Une vérité qui dérange, et puis un livre que j'avais longtemps hésité à lire, mais que j'ai lu dans l'édition 2005, c'est le rapport Meadows, qui est au départ, qui paraît imbuvable, mais qui finalement est très intéressant quand on va jusqu'au bout de la lecture. Alors, juste deux mots sur le rapport Meadows, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un rapport qui, en quelque sorte, propose des scénarios du futur, avec des scénarios plus ou moins optimistes. Et ce qui se passe, c'est que ce livre qui a été écrit en 1972 confirme aujourd'hui que c'est le scénario le plus pessimiste que nous sommes en train de vivre. Donc, c'est pas très encourageant, mais ça doit justement nous motiver encore davantage pour la suite. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, comme Anthony, je soutiens la cause, je connais bien le monde plutôt des aéroports, hein, pas des compagnies aériennes, même si tout ça est effectivement lié. Et ce que je sais, c'est que malheureusement, j'ai vu des derniers transparents que cela nous a montré. Si j'étais encore du milieu, je serais parti tout petit par la porte rapidement, en faisant discret. Parce qu'on est obligé de dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de réelle préoccupation quant à le réchauffement climatique en particulier, mais globalement à l'écologie en général. Il n'y a pas de réelle préoccupation, de réelle motivation chez les gestionnaires d'aéroports. Ça n'existe pas. Pour autant, je n'accable pas ceux qui sont aujourd'hui dans les directions, les cadres, le personnel. Ce sont des gens qui n'ont pas une situation facile, puisqu'en fait, ils sont contraints par des actionnaires, contraints par des dirigeants. Ils ont leurs propres contraintes économiques. Il faut bien qu'ils vivent, il faut bien qu'ils puissent nourrir leur famille. Et donc, ils sont incapables de percevoir, pour la majorité d'entre eux, le changement qui devrait s'opérer et qui ne pourra pas venir comme le disait Anthony, le changement ne pourra pas venir de l'intérieur. C'est un changement qui ne pourra, en tout cas du point de vue de la corporation, de la filière, c'est un changement qui ne pourra être que planifié par une des instances publiques, en l'occurrence par le gouvernement. Ça, c'est déjà pour dire un petit peu que je ne suis pas du tout, j'accable pas du tout les acteurs qui sont des gens comme nous tous, qui ont donné leurs propres contraintes. Et par contre, les acteurs, eux, sont dépendants d'autre chose. Les acteurs dont je parle, ils sont dépendants de sociétés qui ont pris pour certaines la gestion des aéroports. En gros, il y a eu une grosse mutation des aéroports suite à la loi d'août 2004 sur les libertés. Je n'ai plus le titre exactement de la loi. Enfin, toujours est-il que ça a été le grand soir où tout a basculé. Les petits aéroports sont rentrés dans le giron des collectivités locales et les gros aéroports sont restés dans le giron de l'État en tant que propriété, mais avec l'engagement que l'État allait laisser partir son actionnariat d'exploitants vers des sociétés privées. Ça s'est passé sur 10 ou 11 gros aéroports. Bordeaux a bien résisté d'ailleurs, puisque Bordeaux n'est pas passé aux mains du privé, c'est l'État qui a gardé sa part d'actionnariat. Mais pour tous les autres, en fait, ce sont des sociétés, Vinci, Eiffage, Bouygues aussi, je pense, et d'autres. Aussi, il y a eu l'expérience toulousaine avec les Chinois, si vous vous souvenez un petit peu. Des gens qui viennent pour faire de l'argent, et qui sont là pour faire de l'argent. Et donc, on peut évidemment penser qu'ils ne sont pas complètement insensibles, qu'ils ne sont pas des idiots non plus, qu'ils ne sont pas complètement insensibles à la question environnementale, mais on peut aussi imaginer que dans leur priorité du moment, la question environnementale, la question du climat, de la biodiversité, tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus lointaines que leur rapport à l'Assemblée générale à la fin de l'année. Et voilà, donc le mécanisme aujourd'hui, il est fait pour que, en gros, rien ne change. De ce point de vue-là. En tout cas, que le changement ne vienne pas de là. Ça a été dit tout à l'heure, ça a été rappelé, il y a dans les aéroports une partie publique qui n'est pas neutre.
D'abord, l'État est encore propriétaire des plus gros aéroports. Il est actionnaire de certains autres aéroports. Les collectivités locales, c'est le cas à Bordeaux, puisqu'il y a l'État et la CCI, je crois la communauté de urbaine, c'est comme ça qu'elle s'appelle ici, la métropole, pardon. Je sais plus l'actualité. Et donc, il y a encore des acteurs publics, la région, voilà, des acteurs publics qui, eux, sont en mesure soit d'agir, soit de faire agir. Donc, de mon point de vue, ça reste un point d'entrée qui me semble, je pense que ça a été un petit peu, c'est pas la conclusion de tout à l'heure, mais c'est quand même mis en évidence, c'est par le pouvoir public, c'est probablement que la porte d'entrée est certainement la plus importante. Alors maintenant, quand j'ai écouté à la fois Bernard et Solal tout à l'heure, il m'est venu une idée, ta brillante intervention, Bernard, tout à l'heure, je me dis finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas présenter ça à des personnels d'aéroport? C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense qu'il y a un fossé entre ce qu'on dit au personnel des aéroports, ce qu'on dit à leurs syndicats, à leur représentation sociale, et puis la réalité. On l'a vu ça souvent. Bon, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un moyen d'aller sensibiliser finalement la population, celle qui travaille dans ce milieu-là, une réflexion comme ça, hein, que je jette en l'air, pour finalement sensibiliser aussi ces gens-là à ceux qui sont touchés par, qui seraient éventuellement touchés par une transition qui va s'annoncer chez eux de toute manière, mais en leur précisant que la solution, c'est certainement pas celle-là. Ça a été dit aussi, on rassure le personnel aujourd'hui, non pas en parlant d'écologie, mais en parlant de développement du trafic. C'est comme ça qu'on motive les troupes aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait, parenthèse de dire. Ça a été de dire, voilà, l'année prochaine, on va avoir telle nouvelle ligne, telle nouvelle ouverture, et c'est ça qui motive les gens, c'est le moteur. Anthony l'a dit tout à l'heure dans la petite vidéo. Alors moi, j'aime pas du tout le terme de passion dans un métier. La passion, il reste pour autre chose. Mais ce sont des métiers attachants. Attachants parce que le voyage, parce que le prestige de l'avion, le prestige de l'uniforme pour le pilote, pour les équipages, le voyage du rêve, le rêve du voyage. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui lie finalement les gens au métier, et même les gens entre eux. Le transport aérien, les compagnies aériennes, les gestionnaires d'aéroports, finalement c'est une grande famille. Tout le monde se connaît. L'agent de piste tutoie le capitaine tutoie l'agent de piste, le mécanome. Voilà. Et donc, ce sont encore une fois des gens qui ne sont motivés aujourd'hui que parce qu'on leur dit que leur avenir économique, uniquement leur avenir économique, est assuré, en tout cas qui sera meilleur grâce au développement. Alors, en ce qui me concerne, donc moi j'ai fait un 180 degrés. Je ne l'ai pas fait seulement dans mon départ à la retraite, qui a eu lieu il y a 4 ans, ça fait une vingtaine d'années, je vous ai parlé de 2005 tout à l'heure, une bonne vingtaine d'années que je suis sensible à la question. Au point d'ailleurs que le jour de mon départ en sud-ouest Pays Basque, j'avais plein de pages sur Didier Richer, libère sa fibre écologique, une demi-page sur ce que j'étais devenu. J'étais passé du jour au lendemain du statut de directeur à un statut d'écolo. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Tout à l'heure, je parlais de mes collègues des autres aéroports. Il y avait pour moi 2 menaces réelles dont on parlait régulièrement dans le conseil d'administration de l'Union des aéroports français au niveau national. C'était la menace terroriste et l'écologie. Alors non pas qu'on assimilait les écolos à les terroristes, c'est pas du tout ce que je veux dire. Le fait de dire ce que je n'ai pas dit, mais en gros c'était ça. Voilà. Attention à la sûreté, la protection des biens, le risque d'attentat, et puis de l'autre côté, attention aux écoles. Moi personnellement, je vous disais, j'ai basculé, je suis convaincu que ce projet-là est un mauvais projet, je suis convaincu aussi que ce n'est pas le chemin à prendre pour atteindre les objectifs de maintien de la température telle que ça a été fixé, au moins. Je sais qu'on ne tiendra plus le degré 5 de l'accord de Paris, mais si on pouvait déjà tenir le 2 degrés, ce serait déjà pas mal. Mais j'ai eu le sentiment et je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait dans mon métier, parce que j'ai eu le sentiment jusqu'à un certain moment que ce que je faisais, c'était d'être au service des autres. J'étais au service des collectivités, j'étais au service des voyageurs, au service des entreprises. Et c'est ça aussi qui rend le métier attachant et qui fait que le personnel tient à ce job. On a le sentiment de faire partie d'une collaboration qui rend service globalement
à tout un ensemble qui nous rend plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est notre métier. Et le jour où j'ai compris que je ne servais plus la collectivité et les voyageurs et les entreprises, mais que je desservais l'humanité et le vivant en général, je vous avoue que ma fin de carrière était un peu difficile, mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'était mon problème, j'ai géré ça avec moi-même. Voilà. Donc simplement, je voulais vous dire que, comme Anthony, là, je suis moi, prêt à être présent quand il faudra. Je pense que nos deux personnalités, entre guillemets, un peu atypiques dans un combat comme celui-là, ça peut avoir un petit effet de temps en temps médiatique, un petit levier. Et donc, moi, je reste vraiment à votre disposition pour la suite. Merci beaucoup.